Je m'appelle Mira Dubois. J'ai 42 ans. Il y a 3 semaines, j'ai vendu ma ferme pour 10,5 millions de dollars. Puis, sur les conseils de mon mari, j'ai appelé mes parents et ma sœur pour leur annoncer que j'avais fait faillite. Ce qu'ils firent ensuite, en quelques heures et non en quelques jours, prouva ce que mon mari soupçonnait depuis 15 ans. Et ce qui se passa au dîner d'anniversaire de mes parents, devant 40 invités, est la raison pour laquelle je ne décrocherai plus jamais le téléphone pour eux. Maintenant, laissez-moi vous ramener à un mardi matin de mars, le jour où j'ai signé les documents qui ont changé ma vie. Le bureau de l'avocat sentait le vieux café et l'encre d'imprimante. Je suis assise en face de Douglas Lefebvre, une pile de documents étalés entre nous, et je signe mon nom 14 fois. Chaque signature transférait une autre partie de ma ferme, mes 800 acres de terre certifiés biologiques, mes contrats avec 3 chaînes de supermarchés régionales, mon installation d'emballage, mon nom à Meridian Agricorp. Marc est assis à côté de moi. Sa main trouve la mienne sous la table après la dernière signature. Et il serre une fois. Il ne dit rien. Il n'en a pas besoin. 10,5 millions. Il y a 20 ans, cette terre était une bande d'argile envahie par les mauvaises herbes que mon père m'avait tendue comme un prix de consolation. Ma sœur Jocelyne a eu la bonne parcelle, 60 acres près de l'autoroute avec accès à l'eau du comté. Elle l'a vendue en moins d'un an pour 180 000 dollars et a dépensé l'argent pour un tour d'Europe et un acompte sur une maison qu'elle ne pouvait pas se permettre. J'ai eu la terre que personne ne voulait. J'ai appris la chimie des sols par moi-même grâce à des livres de bibliothèque. J'ai emprunté 40 000 dollars à une coopérative de crédit agricole à 9% d'intérêt et j'ai passé les 3 premiers hivers à dormir dans une caravane sans chauffage parce que chaque dollar retournait à la terre. Personne n'a aidé. Personne n'est venu. Ni ma mère, ni mon père, ni Jocelyne. Mais ils sont apparus plus tard. Ils apparaissaient toujours plus tard, quand l'argent commençait à rentrer. Douglas Lefebvre fait glisser le document final sur le bureau et je signe. Il me serre la main et dit « Félicitations, Madame Dubois. Vous avez bâti quelque chose de remarquable. » Puis, il baisse la voix. « Faites attention à qui vous le dites. » Marc hoche la tête comme s'il attendait d'entendre ces mots exacts. Sur le chemin du retour, il éteint la radio et me regarde. « Avant que tu ne dises quoi que ce soit à qui que ce soit, j'ai besoin que tu m'écoutes. » Nous nous asseyons à la table de la cuisine ce soir-là. Marc a un bloc-notes juridique jaune et dessus se trouve un nombre que je ne l'ai jamais vu écrire auparavant. 347 000 dollars. C'est ce que tu as donné à ta famille au cours des 15 dernières années, dit-il. De l'argent liquide, des factures payées, des prêts qu'ils n'ont jamais remboursés. J'ai tout suivi. Je fixe le nombre. Marc, l'année dernière, ta mère a appelé en pleurant. 15 000 pour un nouveau toit. Il tourne une page. 2 semaines plus tard, j'ai vu leurs photos de croisière sur Facebook. Les Caraïbes. J'ouvre la bouche. Il continue. 8 000 pour les frais de scolarité d'automne de Brianna. Jocelyne avait posté une photo d'un nouveau sac à main sur Instagram la même semaine. Le prix était presque identique. Elle a dit que c'était un cadeau de Théo. Et quand tu t'es cassé l'épaule dans l'accident de tracteur, personne n'est venu, pas une seule personne. Ta mère a appelé la semaine suivante pour demander un acompte pour une nouvelle voiture. La cuisine est silencieuse. Le robinet goutte. Si tu leur parles des 10,5 millions, Marc dit qu'ils seront merveilleux avec toi. Ils t'appelleront tous les jours. Ils apporteront des fleurs. Et tu ne sauras jamais si tout cela est réel. Je me recule de la table. Ce sont mes parents, Marc. Je sais, c'est pourquoi c'est important. Il pose le stylo. Dis-leur que tu as fait faillite. La ferme a été saisie. La banque a tout pris. Puis attends. Et s'ils te prouvent que tu as tort, alors je m'excuserai. Je te conduirai moi-même chez eux. Je regarde le bloc-notes juridique. 15 ans de poste détaillé. Pas une seule fois dans cette liste, personne ne me demande comment je vais. Si j'ai tort, dis-je, je m'excuserai. Je veux avoir tort. Il tend la main par-dessus la table et me tient la main. Je sais que tu le veux.
Le lendemain matin, je suis assise sur le lit avec mon téléphone, faisant défiler d'anciens messages pour trouver le numéro de mon père. Je ne l'avais pas appelé directement depuis des mois. C'est toujours ma mère qui me contacte. Toujours quand elle a besoin de quelque chose, c'est là que je le vois. Enfoui dans une discussion de groupe familial dont j'avais été discrètement retirée il y a 8 mois. Une dont je n'avais même pas réalisé l'existence. Se trouve un fil de discussion entre Jocelyne et ma mère. Jocelyne pleure juste au téléphone. Elle cède toujours à chaque fois. La réponse de ma mère, 3 minutes plus tard. Ma mère, je sais. La semaine prochaine, je lui dirai que le toit fuit encore. Je l'ai lu 2 fois, puis une troisième. Ce n'est pas une impulsion. Ce n'est pas ma mère qui passe une mauvaise journée et appelle sa fille à l'aide. C'est coordonné, pratiqué, un système qu'elles ont bâti ensemble, conçu autour du fait que je ne peux pas dire non quand ma mère pleure. Je fais défiler plus loin. Il y a d'autres messages. Jocelyne demandant à ma mère quelle histoire utiliser ensuite. Ma mère suggérant le moment. Ma mère attend qu'elle ait fini la récolte. Elle aura de l'argent liquide. Ma mère coachant Jocelyne sur la manière de formuler la demande pour les frais de scolarité de Brianna afin qu'elle paraisse suffisamment urgente. 15 ans, 347 000 $, et elles avaient un plan d'attaque. Mes mains tremblent. Je pose le téléphone face contre terre sur le couvre-lit et presse mes paumes contre mes cuisses, jusqu'à ce que les tremblements cessent. Je ne pleure pas. Quelque chose en moi a changé. Non pas brisé, mais réorganisé. Comme un os mal remis en place pendant des années qui vient de s'ajuster. Je prends le téléphone et descends. Marcus est au comptoir, versant du café. Il regarde mon visage et pose la tasse. « J'appelle maintenant », lui dis-je. Il hoche la tête. Il ne demande pas ce qui a changé. Il le voit. J'appelle ma mère en premier. Elle décroche à la deuxième sonnerie. « Mira, je pensais justement à toi. » Sa voix est chaleureuse, comme toujours, juste avant qu'elle ne demande quelque chose. « Maman, il faut que je te dise quelque chose. » J'avale ma salive. Ma gorge est comme du papier de verre. La ferme, la banque l'a saisie. Je devais plus que la valeur du terrain. J'ai dû tout vendre juste pour couvrir la dette. Silence. Pas le silence de quelqu'un qui absorbe une terrible nouvelle concernant son enfant. Le silence de quelqu'un qui recalcule. « Que veux-tu dire ?» dit-elle finalement. « Et l'argent que je t'ai demandé pour le mois prochain ?» Je ferme les yeux. « Je n'ai pas d'argent, maman. » Elle expire. C'est un long soupir irrité, le genre qu'elle faisait quand je renversais quelque chose enfant. « Laisse-moi parler à ton père. Je te rappellerai. » Elle ne demande pas si je vais bien. Elle ne demande pas où je vais vivre, ni ce que je vais faire. Elle raccroche et la ligne se coupe. Et la première chose à laquelle ma mère pense quand sa fille perd tout, c'est à son propre prochain paiement. J'appelle Jocelyne. « Tu plaisantes, dit-elle. Les frais de scolarité de Brianna sont dus le mois prochain. » Je suis désolée, Jocelyne. J'ai vraiment tout perdu. Tu fais toujours ça. Tu trouves toujours un moyen de tout ramener à toi. La ligne se coupe. Elle a raccroché. Je pose le téléphone sur la table. Marcus est assis en face de moi, les deux mains à plat sur la surface, observant. Personne n'a demandé si j'allais bien, dis-je. Il ne répond pas. Il n'en a pas besoin. La réponse est assise entre nous, comme une pierre. Puis mon téléphone vibre. Une notification du groupe de discussion familiale, celui où je suis apparemment toujours. Je l'ouvre et mon estomac se serre. Les messages arrivent vite. Ma mère tape en premier. Mira a tout perdu. Ruinée. J'ai toujours dit que la laisser gérer cette ferme seule était une erreur. Jocelyne, 2 minutes plus tard. Je savais que cet endroit finirait par échouer. Elle aurait dû aller à l'université comme moi. Todd, mon beau-frère, celui qui m'avait lui-même demandé de l'argent exactement 2 fois, intervient. « Alors, qu'en est-il de l'école de Brianna ?» Mon père ne dit rien. Son nom est en haut du chat, grisé, présent, mais silencieux. Pas un seul mot pour défendre sa fille. Puis ma mère à nouveau, en majuscule. Que personne ne lui prête un sou. Elle s'est mise dans cette situation toute seule,
Je lis chaque message lentement. Marcus m'avait suggéré de rester dans le groupe de discussion au lieu de le quitter, non pas pour espionner, mais pour que je puisse voir la vérité de mes propres yeux. Pas de récit de seconde main, pas de suppositions, juste leurs mots estampillés de leur nom, écrits dans les minutes qui ont suivi l'annonce que leur fille et sœur avaient perdu tout ce qu'elle avait passé 20 ans à construire. Jocelyne envoie un message de suivi. Honnêtement, elle a gaspillé de l'argent pendant des années, prétendant être ce qu'elle n'est pas. Cela devait arriver. Gaspiller de l'argent. Je pense aux 8 000 $ que j'ai envoyés pour les frais de scolarité de Brianna il y a 3 mois, aux 15 000 pour le toit de mes parents, au flux constant d'argent qui maintenait Jocelyne dans des voitures de location et ma mère dans des rénovations de cuisine. Je fais une capture d'écran de tout, non pas parce que je prévois quoi que ce soit, mais juste parce que j'ai besoin de preuves que c'est réel, que je ne l'ai pas imaginé, que les personnes qui m'ont élevée sont dans un groupe de discussion en ce moment, me traitant de stupide et se disant de ne pas m'aider. Marcus s'approche et lit l'écran par-dessus mon épaule. Il pose sa main sur mon dos, mais ne dit rien. Il n'y a rien à dire. L'après-midi suivant, ma mère rappelle. Cette fois, sa voix est prudente, mesurée. Le ton qu'elle utilise quand elle est sur le point d'annoncer une mauvaise nouvelle dont elle a déjà décidé que c'est la faute de quelqu'un d'autre. Chérie, à propos du dîner d'anniversaire de samedi prochain, qu'est-ce qu'il y a? Ton père et moi en avons parlé, et nous pensons que ce serait peut-être mieux si tu ne venais pas à celui-ci. Je serre le bord du comptoir. Vous me désinvitez. Ne dis pas ça comme ça. Elle soupire. Tu traverses une période difficile. Les gens poseront des questions. Je ne veux juste pas que l'ambiance soit affectée. Je laisse la phrase s'installer. Ma mère ne s'inquiète pas pour moi. Elle craint que mon échec ne ternisse sa fête, que quelqu'un au Rosewood Grill se penche et chuchote. Mira n'a-t-elle pas perdu sa ferme? Et que l'illusion de la famille Callahan parfaite se fissure devant 40 invités. Je comprends, dis-je. Je garde ma voix neutre. Ce n'est qu'un dîner, Mira. Nous ferons quelque chose ensemble après. Juste en famille. Juste en famille. Le mot sonne différemment maintenant. Plus mince. Comme s'il avait été évidé de l'intérieur. Marcus est dans l'embrasure de la porte, appuyé contre le cadre. Il avait tout entendu. J'avais mis le téléphone sur haut-parleur. Il sortit un petit carnet de sa poche de chemise et y griffonna quelque chose. La date, l'heure, ce qui avait été dit. Je raccrochais et posais le téléphone sur le comptoir. Pour la première fois de ma vie, je ne pleurais pas après une conversation avec ma mère. Les larmes n'étaient tout simplement pas là. À leur place, il y avait autre chose. Une surface plate et immobile, comme un lac gelé pendant la nuit. Je regardais Marcus. « J'irai à ce dîner, » dis-je. Il étudia mon visage. Puis, il hocha la tête. « Je sais. » 2 jours avant le dîner, Jocelyne se présenta chez moi. Pas d'appel, pas de message, juste le crissement des pneus sur l'allée de gravier et le claquement d'une portière de voiture. Je faisais la vaisselle quand je la vis par la fenêtre de la cuisine, marchant à travers la cour avec ses bottes chères, celles qu'elle avait achetées le mois même où elle m'avait dit qu'elle ne pouvait pas se permettre les chaussures de football de Brianna. Elle ne frappa pas. Elle entra par la porte latérale, comme si elle était chez elle. « Nous devons parler. »« Bonjour à toi aussi, Jocelyne. » Elle ne s'assit pas. Elle se tint au milieu de ma cuisine et croisa les bras. « Tu dis que tu es ruinée. Très bien, mais tu as toujours cette maison. Cette maison appartient à Marcus et à moi. Vends-la. Donne-moi ma part. » Je posai le torchon. « Ta part. Maman et papa nous ont élevés toutes les deux. Ils ont mis de la nourriture sur la table, des vêtements sur notre dos. Tu dois à cette famille, Mira. Tu as eu les 60 acres près de l'autoroute. Tu les as vendus pour 180 000 $. J'ai eu le champ d'argile que personne ne voulait, et je l'ai transformé en quelque chose à partir de rien. » Elle agita la main. « C'est différent. Tu n'es pas allé à l'université. Tu n'avais pas besoin d'autant. » Marcus entra dans la cuisine depuis le couloir. Sa voix était calme. « Jocelyne, elle a dit non. S'il te plaît, pars. » Jocelyne se tourna vers lui. « C'est une affaire de famille. Tu n'as pas ton mot à dire. » « Mira est ma famille et elle a dit non.
La cuisine fut silencieuse. La mâchoire de Jocelyne se serra. Puis elle se retourna vers moi. Maman et papa pensent que tu caches de l'argent quelque part. Voilà. Ils n'étaient pas venus demander. Ils étaient venus accuser. Jocelyne partit sans un mot de plus. La moustiquaire claqua derrière elle. J'écoutais sa voiture reculer de l'allée et je ne bougeais pas avant que le son ne disparaisse. Ce soir-là, mon père appela. Sa voix semblait fatiguée. Pas inquiète, juste usée. Comme si s'occuper de moi était une corvée de plus qu'il n'avait pas prévue. Mira, Jocelyne dit que tu ne veux pas aider. Papa, je t'ai dit que j'avais tout perdu. Ta mère est très contrariée. Je serrai le téléphone plus fort. Papa, je viens de perdre ma ferme. Je viens de te dire que je suis ruinée et tu m'appelles parce que Jocelyne est contrariée. Silence. Je l'entendais respirer, cherchant la phrase sûre, celle qui ne perturberait pas la paix fragile qu'il avait passé toute sa vie à protéger. « Tu sais comment est ta mère ?» dit-il finalement. « Quand je me suis cassé l'épaule, papa, es-tu venu ?» La ligne resta silencieuse pendant un long moment. « Je demande juste, » dis-je. Il raccrocha. Pas de réponse, pas de défense, juste le clic. Le lendemain matin, j'allais au marché Patterson pour faire les courses. Nancy Feldman, la meilleure amie de ma mère à l'église, me rattrapa dans le rayon des céréales. Elle inclina la tête de cette manière particulière que les gens ont quand ils ont entendu de mauvaises nouvelles à votre sujet de la part de quelqu'un d'autre. « Mira, ma chérie, ta mère m'a dit « Je suis tellement désolée. » Je serrai la poignée du caddie. « Elle t'a juste dit que les choses étaient difficiles avec la ferme. Elle s'inquiète pour toi. » Ma mère ne s'inquiétait pas pour moi. Ma mère distribuait une histoire. Au moment où je rentrais chez moi, il y avait 3 autres messages de voisins, tous disant une version de « J'ai entendu dire par ta mère ». Elle avait dit à toute la ville que j'avais fait faillite à cause de mauvaises décisions, parce que je n'avais pas écouté ma famille, parce que j'étais trop fière pour demander de l'aide. Elle ne m'abandonnait pas seulement. Elle s'assurait que tout le monde le fasse aussi. Mes mains se serrèrent sur le volant. Ce n'était pas de la négligence, c'était une campagne. Loretta Briggs se présenta cet après-midi-là avec une tarte aux cerises et sans arrière-pensée. Elle avait 75 ans, une institutrice à la retraite qui vivait 3 propriétés plus loin depuis avant ma naissance. Elle avait enseigné les tables de multiplication à la moitié des enfants de Millfield et recevait encore des cartes de Noël d'anciens élèves diplômés il y a 30 ans. Quand Loretta prenait la parole lors des réunions municipales, les gens écoutaient, non pas parce qu'elle parlait fort, mais parce qu'elle avait raison plus souvent que quiconque. Elle me trouva sur le porche, fixant la ligne de poteaux de clôture qui marquait autrefois la limite est de ma propriété. Mes yeux étaient rouges, je ne prétendis pas le contraire. « J'ai apporté une tarte, » dit-elle. Elle la posa sur la balustrade et s'assit sur l'autre chaise. Je lui racontai tout. La vente, le test, les appels téléphoniques, le groupe de discussion, la désinvitation, les rumeurs au supermarché. Je ne retins rien et elle n'interrompit pas. Quand j'eus fini, Loretta resta silencieuse pendant un long moment. Elle regarda la cour, la grange que Marcus avait repeinte l'été dernier, l'allée de gravier où les marques de pneus de Jocelyne étaient encore visibles. « J'ai vu ta mère t'emprunter de l'argent pendant 20 ans, dit-elle finalement. J'ai vu Jocelyne conduire une nouvelle voiture pendant que tu réparais ton tracteur avec du fil de fer. J'ai vu, Mira, et je n'ai jamais rien dit parce que ce n'était pas ma place. » Elle se tourne vers moi, son regard est ferme. « Mais personne ne peut fixer tes limites à ta place, ma chérie. Cette partie-là t'appartient. » J'essuie mes yeux. « Tu vas au dîner d'anniversaire ?» Loretta Briggs ramasse son plat à tarte et brosse une miette du bord. J'y serai. Table 3, juste devant. Elle me tapote l'épaule en descendant les marches du porche. En bas, elle se retourne. « Quoi que tu décides, je serai là. » Et je la crois, car Loretta Briggs est la seule personne qui ne m'ait jamais rien demandé. Jeudi soir. Le dîner est dans 2 jours. Je nourris les poulets, le seul bétail que j'ai gardé après la vente. Quand mon téléphone sonne, c'est Jocelyne.
Je manque de ne pas répondre, mais quelque chose dans mon intuition me dit de décrocher. Salut. Sa voix est douce, presque gentille. Je n'ai pas entendu cette version de ma sœur depuis des années. J'ai réfléchi à l'autre jour. D'accord. J'ai été déplacée de venir chez toi comme ça. Tu traverses une période difficile et j'ai tout ramené à moi. J'attends. Jocelyne ne s'excuse pas. Pas vraiment. Elle réarrange les mots pour que cela y ressemble. Écoute, j'ai parlé à maman. Elle est d'accord. Tu devrais venir au dîner samedi. Je m'appuie contre la barrière. Maman m'avait dit de ne pas venir. Je sais que c'était une erreur. C'est leur 40e anniversaire. La famille, c'est la famille. Tu devrais être là. Quelque chose dans sa façon de le dire. Trop lisse, trop répété. Ça me fait dresser les cheveux sur les bras. Mais tu sais, ne parle pas des questions d'argent. Maman et papa sont déjà assez stressés. Je n'avais pas l'intention de le faire. Super. Alors tu viendras? J'y serai. Je raccroche et reste dans la cour à regarder les poulets picorer les graines éparpillées. L'air sent la pluie. Quelque chose ne me dit rien de bon. Marc est sur le porche quand je rentre. Je lui raconte l'appel. Il se penche en avant sur sa chaise. Jocelyne n'est jamais gentille sans raison. Peut-être qu'elle se sent juste mal. Il me regarde. Il ne discute pas. Il n'en a pas besoin. Nous sommes mariés depuis 15 ans. Je sais ce que ce regard signifie. Pourquoi Jocelyne aurait-elle besoin de moi à ce dîner? La question me suit jusqu'au lit et reste assise dans l'obscurité à mes côtés, sans réponse. Samedi matin, le jour du dîner. Je suis à la table de la cuisine, parcourant de vieux emails à la recherche d'un reçu de l'entreprise de fournitures agricoles, quand je le trouve. Un message transféré de mon père, envoyé à ma mère il y a 6 mois. Je l'avais survolé à l'époque, enfoui sous une centaine d'autres messages concernant des commandes de semences et des factures d'équipement. Je ne l'avais jamais ouvert. Je l'ouvre maintenant. C'est une lettre de demande de renseignement de Meridian Agricorp, adressée au bureau immobilier du comté de Millfield. Il s'informait sur les terres agricoles de la région, spécifiquement sur les superficies certifiées biologiques, avec des contrats de distribution existants. L'email avait été transféré de l'ami de mon père au bureau de l'évaluateur du comté à mon père avec une note. Donald pensait que tu devrais être au courant. Il semble que quelqu'un d'important s'intéresse aux terres de Mira. Mon père l'avait transféré à ma mère. Pas d'objet, pas de commentaire. Il y a 6 mois, mes parents savaient que quelqu'un était intéressé par l'achat de ma ferme pour un prix qui changerait ma vie. Et ils n'avaient rien dit. Ils continuaient à me demander de l'argent. Ils ont maintenu leur manège parce qu'au moment où je vendrais et aurais une vraie richesse, je pourrais cesser d'être leur fonds privé. Je restais longtemps avec cette pensée. Le café refroidit, une mouche bute contre la moustiquaire de la fenêtre. Je fis une capture d'écran de la chaîne d'email. Je la sauvegarde sur mon téléphone à côté des messages du groupe de discussion et de la liste de chaque dollar que je leur avais jamais donné. Puis, je monte me préparer. Simple, propre, un chemisier foncé et mes bonnes bottes. Marc enfile sa veste de sport bleu marine. Il me regarde dans le miroir. « Tu es prête ?» Je vérifie mon sac à main. Le reçu de vente de Meridian était toujours glissé à l'intérieur, plié en 3. Je n'avais pas prévu de l'apporter, mais je ne le retire pas non plus. Allons-y. Le trajet jusqu'au Rosewood Grill prend 12 minutes. Marc garde les 2 mains sur le volant. La radio est éteinte. Les champs à l'extérieur de la fenêtre sont plats et gris, sous un ciel bas de mars. Et quelque part là-bas, les 800 acres que j'appelais autrefois miens sont déjà en train d'être arpentés par l'équipe de Meridian. « Qu'est-ce que tu veux faire quand nous arriverons ?» demande Marc. « Rien. Je veux juste être là. Et si quelque chose arrive, alors ça arrive. Je ne vais rien commencer, mais j'en ai fini de faire semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. » Il hoche la tête. Nous passons le silo à grains sur la route 9 et tournons sur la rue principale. Le Rosewood Grill est situé au coin de Main et Elm,
un restaurant à façade de briques avec des guirlandes de Noël qu'il ne décrochait jamais, et une salle à manger privée à l'arrière que la moitié de la ville avait louée au moins une fois. Mon téléphone vibre. Laurette, je suis là, ma chérie. Table 3. Nancy Durand est à côté de moi. Barbara Martin aussi. J'y serai. Je lui renvoyais un émoji cœur. C'est le maximum que je puisse faire. Marc se gara sur le parking. À travers la fenêtre avant, je peux voir la salle à manger. Nappe blanche, arrangements floraux, ma mère se déplaçant entre les tables dans sa plus belle robe, riant la main sur l'épaule de quelqu'un. Elle avait l'air heureuse. Elle ressemble à une femme célébrant 40 ans de mariage, entourée de gens qui l'aiment. Jocelyne se tient près de l'avant, à côté d'une petite estrade avec un microphone. Elle porte quelque chose de nouveau. Todd est à ses côtés, tripotant ses manchettes. Je vérifie mon sac à main une fois de plus. Reçu, téléphone, capture d'écran. Marcus éteint le moteur. Quoi qu'il arrive là-dedans, dit-il, je suis juste à côté de toi. J'ouvre la portière de la voiture. L'air est froid. J'entends de la musique à travers les murs du restaurant. Nous entrons. Assise dans cette voiture, moteur éteint, regardant par la fenêtre du restaurant ma mère, riant avec ses invités. J'ai pensé à vous tous qui regardez ceci en ce moment. Si vous avez déjà été celui ou celle que votre famille appelle seulement quand elle a besoin de quelque chose, et celui ou celle qu'elle oublie quand vous avez besoin d'elle, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'êtes pas fou. Ce n'est pas dans votre tête. Et si cette histoire vous touche particulièrement, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Pas pour moi, pour vous-même. Pour que vous vous souveniez que vous n'êtes pas seul là-dedans. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé quand j'ai franchi cette porte. La salle à manger est chaude et bondée. 40 personnes remplissent l'espace. Des voisins, des amis de l'église, d'anciens collègues de mon père de la coopérative céréalière. Des femmes avec qui ma mère a joué au bridge pendant 30 ans. Nappe blanche, bougies et photophores. Une banderole sur le mur du fond indique 40 ans. Dawn et Patty. Ma mère me voit en premier. Son sourire se fige pendant une demi-seconde, juste assez longtemps pour que je le perçoive avant qu'elle ne recompose son visage en une expression accueillante. Elle se penche vers Jocelyn et chuchote. Jocelyn lui répond en chuchotant. Je lis sur les lèvres de ma sœur. Je t'avais dit que je l'avais invitée. Ma mère traverse la pièce les bras ouverts. Mira, tu es venue. Merveilleux. Elle me serre dans ses bras. C'est une performance. Ses doigts sont raides sur mon dos. Salut, maman. Tu es jolie, ma chérie. Asseyez-vous n'importe où. Marcus et moi trouvons une table près de la fenêtre. Loretta est 2 tables plus loin, juste devant à la table 3, flanquée de Nancy Feldman et Barbara Jenkins. Elle croise mon regard et hoche la tête une fois. Petit. Ferme. Je suis là. La pièce bourdonne de conversation. Je reconnais presque tout le monde. Ce sont des gens qui m'ont vu grandir, qui ont acheté des produits à mon étal de ferme, qui m'ont fait signe de leur camion sur les routes de campagne, et maintenant ils savent tous que j'ai fait faillite parce que ma mère le leur a dit. Je sens les regards, le léger hochement de tête, le chuchotement discret derrière un verre levé. Ils sont compatissants, la plupart d'entre eux, mais c'est le genre de sympathie qui garde ses distances. Personne ne s'assied à notre table, à l'exception d'un couple âgé, que je connais à peine. Marcus me serre la main sous la nappe. « Tiens bon », murmure-t-il. Jocelyne s'approche du microphone près de l'estrade. Elle le tapote 2 fois. La pièce commence à se calmer. Elle croise le regard de Todd à travers la pièce. Il hoche la tête. Elle sourit. Quelque chose est sur le point de se produire. Je le sens. Ma mère prend le microphone des mains de Jocelyn et s'avance au centre de l'estrade. Elle tient une fiche pliée dans une main. Bien que je sois sûre qu'elle ait mémorisé le discours, elle a répété des moments comme celui-ci toute sa vie. « Merci à tous d'être ici ce soir », commence-t-elle. 40 ans. Pouvez-vous le croire ? Rire. Applaudissements. Mon père se tient à côté de la table du gâteau, les mains jointes, le menton baissé, sa posture habituelle pour les événements publics. Don et moi avons été bénis de tant de choses. Une belle maison, des amis merveilleux.
Elle fait un geste autour de la pièce. Et 2 filles. Elle se tourne d'abord vers Joséline. Notre Joséline, notre aînée, diplômée de l'université. Une mère merveilleuse pour notre brillante petite fille, Brianna, qui est déjà la meilleure de sa classe. Nous ne pourrions être plus fiers. Joséline rayonne. Todd passe son bras autour d'elle. Puis, ma mère jette un coup d'œil dans ma direction. Un battement trop tard. Et Mira, notre cadette, toujours une travailleuse acharnée dans les champs. C'est tout. C'est tout ce que j'obtiens. Aucune mention de l'entreprise que j'ai bâtie. Aucune mention de 20 ans de travail. Aucune mention des contrats, des certifications, du fait que mes produits biologiques étaient vendus dans 3 États. Juste une travailleuse acharnée dans les champs, une phrase que l'on utiliserait pour décrire une mule. Je sens la main de Marcus se serrer sur la mienne. La famille signifie que nous restons unis, dit ma mère, levant son verre. Quoi qu'il arrive. La pièce lève ses verres. À la vôtre, à la vôtre. Je lève le mien aussi. Je souris. Je sirote l'eau. Loretta ne lève pas son verre. Elle observe ma mère avec une expression que je n'ai vue qu'une seule fois auparavant, il y a 20 ans, lorsqu'un parent à l'école avait essayé de blâmer un enseignant pour la tricherie de son propre enfant. C'est le visage que Loretta fait quand elle entend un mensonge énoncé avec assurance. Elle me regarde. Je la regarde en retour. Nous nous comprenons. Jocelyn reprend le micro avant que quiconque d'autre ne puisse parler. Elle vibre pratiquement. Pendant que nous célébrons, dit-elle, Todd et moi avons une petite surprise à vous annoncer. Elle fait une pause. La pièce se penche en avant. Nous venons de verser un acompte pour une nouvelle maison à Maple Ridge. Soupir de surprise. Applaudissements. Maple Ridge est le plus beau lotissement du comté. Façades en pierre, garage pour 3 voitures, le genre d'endroit où chaque pelouse ressemble à un terrain de golf. S'installer à Maple Ridge, cela signifie que l'on a réussi. Ma mère porta ses 2 mains à sa bouche. « Oh, Joséline !» Elle la serra dans ses bras. « Je suis si fière de toi. » J'observais depuis ma table. Joséline n'avait pas les moyens de s'offrir Maple Ridge. Todd dirigeait un magasin de matériaux de construction. Il louait leur voiture depuis 2 ans. Il y a 3 mois, Joséline m'avait dit qu'elle ne pourrait pas couvrir les frais de scolarité de Brianna sans mon aide. Maintenant, elle achetait une maison de 4 millions de dollars. Puis Joséline se tourna vers moi devant toute la salle et je voulus dire quelque chose à ma petite sœur. Elle posa sa main sur son cœur. « Mira, je sais que les choses sont vraiment difficiles pour toi en ce moment. Et je veux que tu saches que notre ancienne maison, quand nous déménagerons, toi et Marcus pourrez la louer. Prix familial. » La salle fondit. Oh, des mains sur les cœurs. Quelqu'un essuya même ses yeux. Je restais parfaitement immobile. C'était la raison pour laquelle elle m'avait invitée. Pas par culpabilité, pas par amour. Elle avait besoin de moi dans cette pièce, la petite sœur ruinée, pour faire briller son annonce encore plus fort. J'étais l'ombre qui la faisait resplendir, l'échec qui prouvait sa réussite. Je souris. J'acquiesçais. Je dis « Merci, Joséline ». Les mots avaient un goût de craie. Sous la table, Marcus se pencha près de mon oreille. « Maintenant tu sais. » Oui, maintenant je sais. 15 minutes plus tard, les discours prirent fin et la salle se divisa en petites conversations. Les gens se servaient au buffet. Quelqu'un augmenta le volume de la musique d'ambiance. Une fête normale pour tout le monde, sauf pour moi. Todd apparut à ma table. Il tira la chaise vide à côté de moi et s'assit, son corps tourné de manière à ne pas faire face à la salle, comme s'il essayait de donner à cela un air décontracté. « Salut, Mira, tu as une seconde ?»« Bien sûr, Todd. » Il plongea la main dans sa veste et en sortit un document plié. Il le fit glisser sur la nappe vers moi, comme une serviette de table. C'est juste un formulaire de consentement standard. Joséline a besoin de la signature des 2 filles pour utiliser la maison de tes parents comme garantie pour notre nouveau prêt immobilier. Ta mère et ton père ont déjà signé. Je dépliai le papier.
L'entête provenait de First Prairie Lending. Le formulaire autorisait l'utilisation du 14, Birch Lane, la maison de mes parents, comme garantie supplémentaire pour un prêt résidentiel. La signature de ma mère se trouvait en bas, à côté de celle de mon père. La seule ligne vierge était la mienne. Ils ont besoin de la maison de tes parents comme garantie. Juste une formalité, dit Todd. La banque l'exige. Tes parents sont d'accord. Je fixai le document. L'encre était fraîche. Ma mère avait signé cela aujourd'hui. C'était ça. La vraie raison pour laquelle Joseline m'avait appelé jeudi soir. La vraie raison pour laquelle j'avais été réinvitée. Pas pour se réconcilier, pas parce que la famille est la famille. Parce qu'ils avaient besoin de ma signature sur un morceau de papier pour financer une maison qu'ils ne pouvaient pas se permettre, en utilisant la maison de mes parents comme monnaie d'échange. Je levai les yeux vers Marcus. Son visage était parfaitement immobile. La salle continuait de bourdonner autour de nous. Des rires. Le tintement des couverts. Quelqu'un racontait une histoire sur la fête de départ à la retraite de mon père. Personne ne remarqua le document sur la table. Je le ramassai. Je me levai. La salle commença à se calmer. Je posai le document sur la table devant moi, ouvert, de sorte que quiconque assez proche puisse voir l'entête. Je ne signerai pas ça. Joseline fut de l'autre côté de la pièce en 4 pas. Quoi? Pourquoi pas? Parce que c'est la maison de maman et papa, et je ne laisserai personne la mettre en péril. C'est une formalité. Mira, nous avons déjà expliqué. Vous n'avez rien expliqué. Vous m'avez invité à ce dîner non pas pour célébrer, mais parce que vous avez besoin de mon nom sur un document de prêt. Les tables les plus proches de nous se turent. Les têtes se tournèrent. Ma mère se fraya un chemin depuis la file du buffet. Son sourire avait disparu. Mira, ne fais pas de scène. Aide juste ta sœur. Maman, la semaine dernière, tu m'as dit de ne pas venir ce soir. Tu as dit que ma situation gâcherait l'ambiance. Je gardais ma voix ferme. Maintenant, je suis ici parce que Joseline a besoin d'une signature. Alors, c'est quoi? Suis-je de la famille ou suis-je un outil? Les mots tombèrent dans le silence comme une pierre dans l'eau calme. Je pouvais sentir l'onde se propager à travers la pièce, le déplacement des corps et des chaises, les inspirations retenues, l'échange rapide de regards entre des personnes qui réalisaient soudain que ce n'était pas un toast. Joseline s'avança. « Tu es toujours si égoïste. » Mon père se leva. Sa chaise racla le sol. Son visage était tendu. « Mira !» Sa voix se brisa. « Ne fais pas ça. Ne contrarie pas ta mère. » Je me tournai vers lui. Je regardais cet homme qui m'avait donné la pire terre qu'il possédait et n'avait jamais visité la ferme que j'y avais bâtie. Chaque fois que tu dis ça, papa, je perds un peu plus de moi-même. Barbara Jenkins, à la table de Loretta, posa son verre de vin et dit assez fort pour que toute la salle l'entende. « Qu'est-ce qui se passe là-bas » Et Joseline craqua. Le visage de Joseline devint rouge. Pas un rouge de honte. Un rouge furieux. Le genre qui commence au cou et monte. Avez-vous la moindre idée de ce que ça a été pour moi? Elle ne s'adressait pas à moi. Elle s'adressait à la salle. Toute ma vie, tout ce que j'entends, c'est la ferme de Mira par-ci, les produits bio de Mira par-là. Chaque fois que quelqu'un dans cette ville mentionne son nom, c'est comme si je n'existais pas. Ma mère lui attrapa le bras. « Joseline, arrête !» Joseline la repoussa. « C'est moi qui ai un diplôme. C'est moi qui suis allée à l'université. Je suis l'aînée. Et elle ne fait que creuser dans la terre et tout le monde la traite comme si c'était une sorte d'héroïne. » La pièce est figée. 40 personnes fixent ma sœur tandis qu'elle s'effondre devant le gâteau d'anniversaire. Todd fait un pas vers elle. « Joss, ça suffit. » Elle l'ignore. Ses yeux sont rivés sur moi. « Tu n'étais spécial que parce que tu avais de l'argent et maintenant tu n'as plus rien. Alors, qu'es-tu maintenant ?» Le silence qui suit est absolu. J'entends le réfrigérateur ronronner dans la cuisine. Quelqu'un à la table du fond pose une fourchette et cela résonne comme un coup de feu. Loretta se lève de sa chaise. Elle n'élève pas la voix. Elle n'en a pas besoin. « Joseline,
Tu viens de dire à toute cette salle que ta sœur n'avait de valeur que lorsqu'elle avait de l'argent. Elle marque une pause. T'es-tu entendu? La bouche de Jocelyn s'ouvre. Rien n'en sort. Ma mère s'avance, le menton haut, et me pointe du doigt. C'est ta faute. Tu viens ici et tu nous humilies. Elle n'a pas dit un mot, Patty. La voix de Loretta est nette et tranchante. Ta fille a posé une question. Ton autre fille y a répondu. La pièce s'agite, les chaises grincent. Les regards passent de Loretta à ma mère, puis à moi, comme des spectateurs suivant une balle qu'ils ne peuvent quitter des yeux. Je n'ai rien dit, et la vérité est déjà dans la pièce. Je me lève. Ma chaise ne racle pas le sol. Je la repousse doucement, comme on fermerait une porte qu'on ne rouvrira jamais. Je ne suis pas en faillite. La pièce retient son souffle. J'ai vendu ma ferme à Meridian Agricorp il y a 3 semaines. 10,5 millions de dollars. Le contrat a été signé dans le bureau de Douglas Lefebvre un mardi matin. Le visage de ma mère devient blanc, pas rouge. Blanc comme si le sang l'avait quitté d'un coup. Mon mari m'a demandé de vous dire que j'avais tout perdu. Non pas pour vous piéger, mais pour voir ce que vous feriez. Je plonge la main dans mon sac à main et en sors le reçu de vente plié, celui que je porte sur moi depuis ce mardi. Je le déplie et le pose à plat sur la table. Marcus confirme d'un signe de tête. En 24 heures, voici ce qui s'est passé. Maman, tu m'as désinvité de ce dîner. Tu as dit que je gâcherais l'ambiance. Je regarde Jocelyn. Tu as bloqué mon numéro, puis tu l'as débloqué quand tu as eu besoin d'une signature. Je regarde mon père. Tu n'as pas dit un seul mot. Je prends mon téléphone et le tiens, de manière à ce que la table la plus proche puisse voir l'écran. Et dans la discussion de groupe familial, maman, tu as écrit que personne ne lui prête un sou. Elle l'a bien cherché. La main de Nancy Feldman se porte à sa bouche. Barbara Jenkins se penche en avant sur sa chaise. Loretta reste parfaitement immobile, les mains jointes, observant. La voix de ma mère sort, étranglée. Tu nous as menti. Je n'ai pas menti. J'ai dit que j'avais tout perdu, et en un jour, vous avez prouvé que j'avais raison. J'avais tout perdu. Juste pas de l'argent. La pièce est si silencieuse que j'entends les flammes des bougies se courber sous le courant d'air de la hotte de la cuisine. Jocelyn s'affaisse sur la chaise la plus proche. Todd se dirige déjà vers la porte. Il y a encore une chose. Je n'élève pas la voix. Je n'en ai pas besoin. Chaque personne dans cette pièce écoute. J'ouvre l'email sur mon téléphone et tourne l'écran vers mon père. Il y a 6 mois, papa, ton ami du bureau de l'évaluateur du comté t'a envoyé un message. Meridian Agricorp s'informait sur les terres agricoles biologiques de la région, spécifiquement sur ma propriété. La mâchoire de mon père se crispe. Il ne regarde pas le téléphone. Il n'en a pas besoin. Il sait exactement de quoi je parle. Tu l'as transféré à maman. Pas de notes, pas de commentaires. Tu l'as juste fait suivre. Je baisse le téléphone. Vous saviez tous les deux que quelqu'un voulait acheter ma ferme pour des millions de dollars et vous ne me l'avez jamais dit. Nancy Feldman se tourne lentement sur sa chaise et regarde ma mère. Barbara Jenkins fait de même. Loretta ne bouge pas. Pourquoi? Je demande. Parce que si je vendais la ferme et avais de l'argent réel, je pourrais arrêter de vous en donner. Je pourrais enfin voir le schéma. Je pourrais enfin dire non. Mon père se tient debout, les mains le long du corps. Il ne le nie pas. Il n'explique pas. Il reste juste là, l'air plus petit que je ne l'ai jamais vu. Un homme de 67 ans dans une salle à manger louée, regardant toute sa famille se déchirer. Ma mère se remet le plus vite. Elle le fait toujours. Ce n'est pas « Nous te protégions d'une décision hâtive, Mira ». C'est ce que font les parents. De la table 3, la voix de Loretta porte, calme, mesurée, définitive. Patty, tout le monde dans cette ville sait que tu empruntes à Mira depuis 20 ans. Ne reste pas là à nous dire que c'était de la protection. Un murmure parcourt la pièce, le son collectif est bas de 40 personnes réorganisant tout ce qu'elles pensaient savoir sur la famille Callahan. Jocelyn fixe le sol. Todd est parti. Mon père s'assied sans un mot. Je plie le reçu et le glisse dans mon sac à main. Je ne le claque pas.
Je n'en fais pas un geste théâtral. Je le range juste comme je glisserais une liste de courses dans ma poche. Je ne suis pas venue ici pour me venger, dis-je. Je suis venue parce que maman a dit que ce dîner était une affaire de famille, et je voulais la croire. La lèvre de ma mère tremble, non pas de culpabilité, mais de rage. Je connais la différence maintenant. Mais cette famille a une condition à laquelle je n'ai jamais consenti. Je la regarde, elle, Jocelyne, et mon père. Je dois être utile. Je dois écrire les chèques. Je dois me taire quand l'argent disparaît. Et quand je n'ai plus rien à donner, je suis désinvitée. Je redresse mes épaules. À partir de ce soir, je ne donnerai plus un seul dollar à quiconque dans cette famille. Non pas parce que je suis en colère, mais parce que je comprends enfin que je ne peux pas acheter ce qui n'a jamais été à vendre. Je me tourne vers Loretta. Merci de m'avoir toujours vue. Les yeux de Loretta brillent. Elle hoche la tête une fois. Marcus se lève. Il boutonne sa veste et pose sa main sur le bas de mon dos. Nous marchons ensemble vers la porte. La pièce est si silencieuse que j'entends mes propres pas sur le parquet. Un son qui me terrifiait autrefois. Le son du départ, d'être celle qui s'en va. Cela ne me terrifie plus maintenant. Personne n'appelle mon nom. Personne ne nous suit. Dehors, le parking est froid et sombre. La lumière du restaurant se répand à travers les fenêtres, formant des rectangles jaunes sur l'asphalte. Marcus m'ouvre la portière passager et j'entre. Il démarre le moteur. Me regarde. « Tu vas bien ?» Je penche ma tête en arrière contre le siège. La tension qui s'est enroulée dans ma poitrine pendant 20 ans, peut-être plus longtemps, se relâche d'un cran. Pour la première fois en 20 ans, oui. 48 heures après le dîner, mon téléphone s'illumine comme un standard téléphonique. Ma mère envoie un message en premier. « Chérie, je suis désolée. J'ai mal réagi. J'étais sous le choc. Pouvons-nous nous asseoir et parler ?» Jocelyn, 6 heures plus tard. Je sais que j'ai eu tort, Mira. J'ai été sous tellement de pression. Allons déjeuner, juste nous deux. Mon père envoie le plus long message qu'il ait jamais écrit, 3 paragraphes entiers. Il utilise le mot « désolé » 4 fois et le mot « fier » 2 fois. Il n'avait jamais utilisé l'un ou l'autre avec moi auparavant. Je lis chaque message assise à la table de la cuisine, mon café refroidissant. Marcus est en face de moi, travaillant sur une facture de l'hôpital. Il ne lève pas les yeux. Il sait déjà ce que disent les messages. Il savait qu'ils allaient arriver. « Quand tu n'avais rien, dit-il doucement. Ils ont disparu en 24 heures. Maintenant qu'ils savent que tu as 10 millions et demi, ils sont revenus en 48. Il pose son stylo. Même personne, même vitesse, direction différente. Je fais défiler les messages, une fois de plus. Les excuses sont soignées. La formulation est prudente. Chaque phrase est conçue pour rouvrir une porte. Non pas parce qu'ils sont désolés, mais parce que l'argent est toujours de l'autre côté. Je ne réponds à aucun d'entre eux. Au lieu de cela, j'ouvre le chat de groupe familial et tape un message. J'ai besoin de temps. S'il vous plaît, ne me contactez pas. J'appuie sur envoyer. Ensuite, je mets le chat en silencieux. Ensuite, je pose le téléphone face contre table et m'assois avec le silence. C'est le premier silence depuis des semaines qui ne contient pas de couteau. Marcus lève les yeux. « De quoi as-tu besoin ?»« Rien. » Je dis. Je pense que c'est tout l'intérêt. En sortant de ce restaurant, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 20 ans. Mes propres 2 pieds sur un sol solide. Ce silence était tout ce dont j'avais besoin. Pour la première fois, j'avais trouvé la paix. Sans ma signature, la garantie échoue. First Prairie Lending rejette la demande de prêt immobilier de Jocelyne et Todd dans la semaine. La compte de Maple Ridge, 40 000 $ empruntés sur une ligne de crédit qu'ils ne pouvaient pas se permettre, est perdue. Non remboursable. Le bureau de vente du lotissement envoie une lettre polie. La maison est remise sur le marché. Quelqu'un d'autre obtiendra la façade en pierre et le garage pour 3 voitures. Mais ce n'est pas le pire.
Todd trouve le relevé de carte de crédit 2 jours plus tard. Jocelyn avait pris une avance de fonds, 25 000 dollars, pour couvrir une partie de la compte. Elle ne lui avait pas dit. Elle avait caché le solde derrière un paiement minimum automatique et espérait que le prêt immobilier serait conclu avant qu'il ne le remarque. J'entends parler de cela par Loretta, qui l'entend de Nancy, qui l'entend de Barbara, qui habite à côté du frère de Todd. À Millfield, l'information circule par les mêmes canaux que l'eau, en aval et partout. Todd déménage dans la chambre d'amis. Jocelyn retire Brianna de Westfield Academy parce que les frais de scolarité ne viennent plus de nulle part. Brianna commence à Millfield Regional le lundi suivant, sous le choc et silencieuse. Je me sens mal à propos de cette partie. Brianna n'a rien fait de mal. Le dîner d'anniversaire devient la seule chose dont les gens en ville parlent. Pas de manière malveillante. Millfield n'est pas cruel, juste honnête. Les gens parlent comme les gens le font, lorsqu'ils réalisent que la famille qu'ils pensaient connaître était une façade maintenue par de l'argent emprunté et un silence emprunté. Patty est approchée à l'église par Helen Watts, l'épouse du diacre, qui demande sans détour « Est-il vrai que vous avez dit aux gens de ne pas aider Mira ?» Ma mère ne répond pas. Elle prend son sac à main et quitte le service en avance. Pour la première fois en 40 ans, personne à la First Baptist Church ne lui garde une place. Une semaine après le dîner, j'entends frapper à la porte d'entrée. C'est mon père, seul. Aucune voiture dans l'allée. Je réalise qu'il a parcouru les 3000 depuis la ville en mars, vêtu de sa vieille veste en toile et de la casquette qu'il porte au magasin de quincaillerie. Il se tient sur le porche, son chapeau à la main. Il semble avoir 10 ans de plus que la dernière fois que je l'ai vu au restaurant. « Je ne suis pas là pour l'argent, » dit-il. « D'accord. Je suis là parce que je te dois quelque chose. Pas de l'argent, des mots. » J'ouvre la porte plus grand. Il entre. Marcus est dans la cuisine. Il verse une tasse de café pour mon père, la pose sur la table et sort sans un mot. Il referme la porte derrière lui. Mon père en serre la tasse à 2 mains comme s'il avait froid. Il fixe la surface du café pendant un long moment. « Je savais ce que ta mère faisait, » dit-il. Je savais que Jocelyne le faisait aussi. Je les ai regardés t'appeler, je les ai regardés pleurer, je t'ai regardé envoyer l'argent à chaque fois. Et tu ne les as jamais arrêtés. Non. Sa voix se brise. J'avais peur de ta mère, des disputes, que tout s'écroule. Tout s'est écroulé il y a longtemps, papa. Tu ne voulais juste pas voir. Il hoche la tête. Il s'essuie les yeux du revers de la main, un geste rapide et embarrassé, comme s'il chassait une mouche. « Je t'ai donné cette mauvaise terre exprès, » dit-il. « Pas parce que je ne t'aimais pas, mais parce que je pensais que tu étais la seule assez forte pour faire quelque chose à partir de rien. Et tu l'as fait. Et j'étais trop lâche pour protéger ce que tu avais construit. » Je m'assois en face de lui. « Je t'aime, papa, mais je ne peux pas redevenir la personne dont tout le monde se souvient seulement quand ils ont besoin de quelque chose. » Il hoche la tête. Je comprends. Il finit son café, pose la tasse dans l'évier et ressort dans le froid. Le mardi suivant, Marcus et moi sommes assis dans le bureau de Catherine Hawkes, une avocate spécialisée en fiducie et succession, 2 comtés plus loin. Elle a des cheveux gris, des lunettes de lecture attachées à une chaîne et une attitude directe qui me rappelle Loretta. Nous établissons une fiducie irrévocable. Les 10,5 millions y sont déposés. Marcus et moi sommes les seuls fiduciaires et bénéficiaires. Personne d'autre n'a accès. Personne d'autre ne peut faire de demande. La structure est claire et définitive, comme une porte qui ne se verrouille que d'un côté. Catherine envoie des lettres en notre nom, formelles, sur papier à en-tête, à ma mère, mon père et Jocelyn. Le langage est simple. Toutes les futures demandes financières ne seront pas prises en compte. Ce n'est pas une mesure punitive. C'est une limite. Ma mère appelle le bureau de Catherine le jour même de l'arrivée de la lettre. L'assistante juridique de Catherine refuse de fournir toute information. Ma mère essaie 2 fois de plus. Elle est polie la première fois,
moins poli la seconde. La troisième fois, l'assistante juridique dit simplement « Madame Callahan, je n'ai rien de plus à partager » et raccroche. Jocelyne m'envoie un message texte ce soir-là. Il est long, 4 paragraphes. Il oscille entre excuses et accusations, comme une voiture zigzagant entre les voies. Des « je suis désolée » y côtoient des « tu as détruit cette famille ». Des « j'avais tort » sont suivis de « mais tu dois comprendre mon point de vue ». Il se termine par « j'espère que tu pourras vivre avec ce que tu as fait ». Je le lis une fois. Je pose le téléphone. Je ne réponds pas. Marcus me trouve sur le porche, enveloppé dans une couverture, regardant la dernière lumière s'éteindre du ciel. Jocelyne dit que j'ai détruit la famille. Je lui dis. Il s'assied à côté de moi. Tu n'as rien détruit. Tu as juste arrêté de reconstruire ce qu'il ne cessait de briser. Le ciel s'assombrit. Les étoiles apparaissent. Nous restons assis là, jusqu'à ce que le froid nous pousse à rentrer. Et pour la première fois depuis des semaines, je dors toute la nuit. Millfield est une ville de 4000 habitants. Les secrets ne durent pas longtemps ici. Les histoires du dîner d'anniversaire circulent dans le café, la poste, le parking de l'église, les gradins des matchs de basket de Millfield Regionals. À la fin du mois, la version que la plupart des gens croient, parce que c'est la version que Loretta confirme, est proche de la vérité. Nancy Feldman m'appelle un mercredi. « Myra, je te dois des excuses. Quand je t'ai vue au Patterson's Market, j'ai cru ce que ta mère m'avait dit. Je n'aurais pas dû. Ce n'est pas grave, Nancy. Si, ça l'est. J'aurais dû te demander directement. » 2 jours plus tard, une carte arrive par la poste de Barbara Jenkins. Pas d'argent à l'intérieur, juste un mot. « Fière de toi, Myra. Ta grand-mère le serait aussi. » Je la mets sur le frigo. À First Baptist, le sermon du dimanche change de ton. Pasteur David ne nomme personne. Il n'a pas besoin de le faire. Il parle de ce que signifie aimer quelqu'un et pourtant dire non, de la différence entre la générosité et le fait d'être consumé. Ma mère s'assied sur le banc du fond, les bras croisés. Elle part avant l'hymne final. Jocelyne et Todd annulent officiellement l'achat de Maple Ridge. Brianna est transférée à l'école publique. Todd commence à dormir dans la chambre d'amis et y reste. L'Instagram de Jocelyne devient silencieux. Plus de photos de nouveaux sacs à main. Plus de publications de localisation de restaurants. Ma mère essaie de maintenir l'ancien récit. Myra a tout cet argent et ne veut pas aider sa propre famille. Mais le terrain a changé. Les gens ont vu Loretta se lever. Les gens ont entendu ce que Jocelyne a dit sur le fait que je ne valais rien sans argent. La mise en scène ne tient plus. Pendant 20 ans, j'étais celle que les gens plaignaient ou ignoraient. Maintenant, quelque chose a changé. Ce n'est pas de l'admiration exactement, c'est quelque chose de plus discret, du respect. Je ne l'avais pas demandé. J'avais juste cessé de faire semblant. 3 semaines après le dîner, ma mère a joué sa dernière carte. Un message texte. 23h47. Myra, j'ai des douleurs à la poitrine. Je devrais peut-être aller à l'hôpital. Je pensais que tu devais le savoir. Je fixais l'écran dans la chambre sombre. Marc dormait à côté de moi. La lumière bleue du téléphone transformait le plafond en une flaque peu profonde. Mon pouls s'est emballé un instant, un moment vif, instinctif. J'avais de nouveau 22 ans, debout dans une caravane sans chauffage. Et la voix de ma mère au téléphone était la seule chaleur que j'avais. Je voulais appeler. Je voulais y aller en voiture. Je voulais être la bonne fille, celle qui laisse tout tomber, celle qui ne dit jamais non. Puis j'ai ouvert un navigateur sur mon téléphone et j'ai appelé l'accueil de l'hôpital du comté de Millfield. J'ai donné le nom de ma mère. La femme au bout du fil a vérifié le système. « Nous n'avons pas de patiente de ce nom, madame. Merci. » J'ai raccroché. Je suis restée assise dans le noir pendant longtemps. C'était le dernier coup, la fausse alerte médicale, le chantage émotionnel qui contourne la logique et va droit au cœur. C'était l'arme de dernier recours d'une femme qui avait passé 65 ans à apprendre exactement quelle corde tirer. J'ai répondu « Maman, si tu es vraiment malade,
J'aiderai toujours pour les soins médicaux, mais je n'enverrai pas d'argent liquide. Et je vérifierai d'abord. Le message a été envoyé. La confirmation de lecture est apparue. Pas de réponse. Il n'y avait rien à répondre parce que le piège ne fonctionne que si on ne le voit pas. J'ai posé le téléphone sur la table de chevet et je me suis recouchée. Mes mains ne tremblaient pas. Ma poitrine ne se serrait pas. Je me sentais fatiguée, profondément, complètement fatiguée. Mais c'était une fatigue différente. C'était la fatigue de quelqu'un qui a terminé, pas de quelqu'un qui a abandonné. J'ai fermé les yeux. J'ai dormi. L'enveloppe est arrivée un jeudi, adressée à la main, dans l'écriture cursive soignée et arrondie, d'une jeune fille de 14 ans. Pas d'adresse d'expéditeur, mais j'ai reconnu le papier à lettres, bleu pâle, celui que Brianna avait choisi l'année dernière quand je l'avais emmenée faire les courses pour la rentrée scolaire. Je l'ai ouverte à la table de la cuisine. Chère tante Mira, je ne comprends pas tout ce qui s'est passé entre toi et maman. Personne ne me raconte toute l'histoire. Et je pense que c'est parce qu'ils ne veulent pas que je prenne parti. Je ne prends pas parti. Je voulais juste que tu saches que tu me manques. Tu m'as toujours fait sentir que j'étais assez intelligente pour faire de grandes choses. Maman ne dit pas vraiment des choses comme ça. Toi, oui. Je suis désolée pour ce que maman a fait. Je sais qu'elle n'est pas toujours gentille. Je t'embrasse, Brianna. J'ai lu la lettre 3 fois, puis je l'ai pliée soigneusement et l'ai pressée à plat contre ma poitrine. Et j'ai pleuré. Pas les pleurs impuissants et épuisants que j'avais eus tant de fois ce mois-ci, mais le genre qui purifie, le genre qui vient quand quelqu'un vous voit clairement, sans arrière-pensée, sans calcul, et le dit de sa propre écriture. J'ai répondu cet après-midi-là. Chère Brianna, je t'aime. Je serai toujours là pour toi, mais j'ai besoin de temps avec ta mère en ce moment, et c'est entre elle et moi. Rien de tout cela n'est de ta faute. Ne laisse jamais personne te dire le contraire. Puis j'ai appelé Catherine Hawkes. Je lui ai demandé de mettre en place un fonds d'éducation restreint. 50 000 $ détenus en fiducie, accessible uniquement pour les frais de scolarité et les dépenses scolaires. Le nom de Jocelyne n'y figurait pas. Brianna pourrait l'utiliser le moment venu. Marc a examiné les documents ce soir-là. Il a signé sa partie sans hésitation. « C'est une bonne enfant », a-t-il dit. « C'est la meilleure de tous. » Il a hoché la tête. C'était le dernier mot que l'un de nous deux a prononcé à ce sujet. 6 mois plus tard, Marc et moi avons finalisé l'achat de 200 acres dans le comté de Cedar, à 30 milles, à l'est de Millfield. La terre n'était pas aussi plate ou aussi riche que ce que j'avais eu auparavant, mais c'était une bonne terre. Un limon argileux sur du calcaire, avec un ruisseau alimenté par une source longeant le bord ouest. Le genre de terre qui récompense la patience. Nous avons mis en place une exploitation plus petite cette fois-ci. Pas de contrat avec les chaînes de supermarchés. Pas d'installation d'emballage, juste 40 acres de légumes variés. Un petit verger, un stand en bord de route et suffisamment de poulets pour que Laurette ait des œufs. Laurette venait tous les samedis avec une tarte. Elle s'asseyait sur notre nouvelle véranda. Marc l'avait construite lui-même avec du bois de l'ancienne grange, et nous buvions du thé glacé et parlions de choses sans importance. Parfois, elle amenait son amie Ruth, qui enseignait la courte pointe au centre communautaire. Parfois, elle venait seule, et nous restions assis en silence, à regarder le vent souffler à travers les jeunes pommiers. J'ai rejoint un groupe de soutien dans la ville voisine. Des femmes qui comprenaient ce que cela signifiait d'être le distributeur automatique de la famille. Nous nous réunissions tous les 15 jours dans le sous-sol d'une église méthodiste. Personne n'utilisait de nom de famille. Le café était terrible. C'était la pièce la plus sûre où j'ai jamais été. Jocelyne ne m'avait pas contactée. Patricia envoyait un message pour la fête des mères et pour le jour de l'Action de grâce. Toujours le même ton, toujours une lame fine enveloppée dans les écritures. Je prie pour toi tous les jours, ma chérie.
Je ne répondais pas. Mon père a envoyé une carte de Noël, manuscrite, 3 phrases. Joyeux Noël, Mira. Je pense à toi. Je t'embrasse, papa. Pas de demande, pas de culpabilité, juste les mots. J'ai gardé la carte. Je l'ai mise à côté du mot de Barbara Jenkins sur le frigo. La limite tenait. Le calme demeurait. Je pensais que le silence signifiait qu'il manquait quelque chose. Maintenant, je comprends. C'est le son d'une vie qui m'appartient enfin. Je veux vous dire quelque chose directement maintenant, si cela vous convient. Pendant 15 ans, j'ai cru que j'étais le problème. Je croyais que je ne donnais pas assez, que je n'essayais pas assez fort, que je n'aimais pas ma famille comme il le fallait. Chaque fois que ma mère pleurait au téléphone, je pensais que c'était ma faute. Chaque fois que Jocelyne faisait une remarque blessante sur mon éducation, mon travail ou ma vie, je l'absorbais. Je me disais que c'était ce que la famille faisait. Elle appuyait sur vos points sensibles, parce qu'elle vous aimait. Marc voyait les choses différemment. Il voyait une femme qui travaillait 80 heures par semaine, dans la chaleur et le froid, pour bâtir quelque chose de réel, puis en donnait des morceaux à des gens qui ne lui demandaient jamais comment elle allait. Il ne le disait pas pour me blesser. Il le disait parce qu'il m'aimait suffisamment pour dire la vérité quand personne d'autre ne le ferait. Je ne vous raconte pas cette histoire pour que vous ayez pitié de moi. Je n'en ai pas besoin. Je vous la raconte parce que je sais que certains d'entre vous sont assis là où j'étais, à cette table de cuisine, regardant un téléphone rempli de messages de personnes qui ne vous contactent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose, se demandant si vous êtes fou de vous sentir utilisé. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas égoïste, vous n'êtes pas ingrat. Établir une limite ne signifie pas que vous avez cessé d'aimer quelqu'un. Cela signifie que vous avez commencé à vous aimer vous-même. Si votre famille vous traite comme un compte bancaire avec un cœur qui bat, ce n'est pas votre échec, c'est leur choix. Et vous êtes autorisé, vous avez le droit de choisir différemment. J'ai choisi différemment. Cela m'a coûté l'approbation de ma mère, la présence de ma sœur et une version de mon père que je ne retrouverai jamais. Cela m'a donné ma vie. Je referai le même choix demain. Tôt le matin, la nouvelle ferme. Le brouillard est bas dans le verger, s'enroulant autour de la base des pommiers comme quelque chose sorti d'un tableau que je n'accrocherai jamais à mon mur parce qu'il aurait l'air trop parfait. Je me tiens près du poulailler avec une tasse de café, regardant les poules se disputer un carré de trèfle. L'air sent l'herbe mouillée et la terre retournée. Marc a reconstruit le poulailler avec du bois de récupération. Il penche légèrement vers la gauche et nous plaisantons en disant qu'il a du caractère. La porte moustiquaire grince. Marc traverse la cour en chaussettes, portant sa propre tasse. Il se tient à côté de moi. Nous ne parlons pas. Nous n'en avons pas besoin. Mon téléphone vibre dans ma poche arrière. Je le sors. Un message de Brianna. Tante Mira, j'ai été acceptée dans le programme Estime. Bourse complète. Merci, merci, merci. Je souris. Un vrai sourire. Le genre qui part de la poitrine et se propage vers l'extérieur. Je tourne le téléphone vers Marc. Il le lit, hoche la tête et sourit aussi. Je regarde le champ. 200 acres, plus petit que ce que j'avais avant. Pas de contrat de distribution, pas de partenariat Méridiane, pas de nom dans le journal agricole. Juste une bonne terre, bien entretenue, avec un ruisseau qui ne doit rien à personne. Chaque acre est à moi, non pas parce que mon père me l'a donné, et non pas parce que quelqu'un d'autre a décidé que je la méritais. Parce que je l'ai choisi, parce que je l'ai gagné, parce que je me suis éloignée des gens qui voulaient la prendre, et que je me suis dirigée vers la vie que je voulais garder. Je m'appelle Mira Duval. J'ai 42 ans, et pour la première fois de ma vie, je ne dois rien à personne. Pas même une explication. Le brouillard se lève, le soleil apparaît, les poules se calment. C'est une bonne matinée. C'est mon histoire. Et si elle vous a semblé la vôtre, ne serait-ce qu'un peu, je suis heureuse que vous soyez restés jusqu'à la fin.